Voici un nouvel épisode de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Alors voyageons une nouvelle fois dans le temps et revenons 42 ans en arrière à l'année 1983. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc le calendrier ciné de l'année 1983 en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier, avec la sortie en salle d'un nouveau film de Carlos Saura, avec Isabelle Adjani et Anna Schygulla, et d'un nouveau film de Paul Mazursky, avec John Cassavetes et Gena Rowlands, tandis qu'Yves Boisset réalise une fiction dystopique sur la télé-réalité, avec Gérard Lanvin. À part ça, Jerzy Skolimowski, dans Travail au noir, film à Londres, Jeremy Irons et ses collègues, travailleurs immigrés venus de Pologne, découvrant la société de consommation. Sinon, dans Officier et Gentleman, de Taylor Hackford, Richard Gere confirme, après American Gigolo, son statut d'icône des années 80 sur un standard de Joe Cocker et Jennifer Warnes. Et puis dans Rocky III, L'œil du tigre, Sylvester Stallone, Rocky Balboa, au plus bas, tente avec Carl Weathers, Apollo Creed, de retrouver la rage de ses débuts, L'œil du tigre. Gotta get that look back, Rock. Eye of the tiger, man. Eye of the tiger, come on. Enfin, George Cukor, l'inoubliable réalisateur de My Fair Lady et du milliardaire, nous quitte, bientôt suivi par Louis de Funès, La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, L'Homme Orchestre, évidemment, ce qui nous donne envie de pleurer, certes, mais aussi de rire et de danser encore et encore. Piti piti pa, piti piti pa, piti piti pa, piti piti pa, 5, 6, 7. Piti piti pa, 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 piti piti pa. Bon, eh ben c'était pas mal. Alors, nous reprenons le tout de suite. Allez, mesdemoiselles, le tout de suite. 5, 6, 7. Février. À la 8e cérémonie des Césars, triomphe Bob Swaim et Andrzej Wajda, tandis qu'en salle sort un nouveau polar d'Alain Delon, acteur et réalisateur, et une adaptation d'un célèbre opéra de Verdi par Franco Zeffirelli. À part ça, toujours en salle, Alain Robbe-Grillet dans La Belle Captive, imagine Gabriel Lazur en Belle Captive, et Cyrielle Claire à moto, cheveux au vent, toutes de cuir vêtues. Tandis que dans l'emprise de Ciné-Fury, Barbara Hershey affronte une force invisible intrusive et mal intentionnée. Et puis dans The Verdict, Sidney Lumet offre à Paul Newman l'un de ses plus beaux rôles, celui d'un avocat alcoolique au bout du rouleau, mais qui se ressaisit bientôt pour un dernier procès contre de puissants collègues, David contre Goliath. You know, so much of the time we're just lost. I say, please, God, tell us what is right, tell us what is true. Enfin, dans la comédie musicale Tout l'or du ciel d'Herbert Ross, Steve Martin nous épate avec un irrésistible numéro de claquettes, tout comme Christopher Walken avec un non moins irrésistible numéro de striptease sur le comptoir. Mars, découverte en salle d'un nouveau film d'Éric Rohmer, tourné sur les plages normandes, et d'un nouveau film de Walter Hill, tourné dans le Bayou en Louisiane, tandis que Ben Kingsley est Gandhi chez Richard Attenborough, et Dustin Hoffman est Tootsie chez Sidney Pollack. À part ça, dans Rambo de Ted Kotcheff, Sylvester Stallone, ex-GI, traverse la petite ville de Hope sous les yeux du shérif Brian Dennehy, et cela va rapidement dégénérer. You visiting somebody around here?
Sinon, dans un genre différent, Ingmar Bergman ouvre son dernier film Fanny et Alexandre par une ode à l'enfance, au théâtre et à la musique de Robert Schumann. Et puis toujours en salle, Chris Marker, dans Sans Soleil, parcourt le monde, San Francisco, Tokyo ou la Guinée-Bissau, et enregistre notamment ici, furtivement, le plus beau des regards caméra. Elle m'offre son regard, mais juste à l'angle où il est encore possible de faire comme s'il ne s'adressait pas à moi. Et pour finir, le vrai regard. Tout droit. Enfin, dans Mortelle Randonnée, Michel Serrault et le scénariste Michel Audiard évoquent un drame qu'ils ont tous deux vécu dans leur vie, la perte d'un enfant et le deuil impossible, et bouleversent, lors d'une scène finale chair de poule, Marie! Marie! Catherine! Attention, c'est lui. Il poussa alors la porte et entra dans la photo. Le voilà. Enfin, émotion toujours, Maurice Ronet, l'inoubliable interprète d'Ascenseur pour l'échafaud, Plein soleil ou Le feu follet, s'éteint. Avril, à la 55e cérémonie des Oscars, des statuettes pour Ben Kingsley et pour Meryl Streep. Sinon en salle, un nouveau Souleymane Cissé, un nouveau Claude Lelouch et un nouveau Alain Resnais. À part ça, dans Coup de foudre, Diane Curis met en scène dans la France des années 50 les rapprochements entre Isabelle Huppert et Miu Miu. J'ai envie de vous embrasser. Sinon, dans 48 heures de Walter Hill, encore lui, Nick Nolte, flic dur à cuire, doit faire équipe avec Eddie Murphy, prisonnier mélomane. Tandis que dans Ténèbres, Dario Argento imagine des mouvements de caméra virtuoses sur la musique des Gobelins. Enfin, Gloria Swanson, l'inoubliable Norma Desmond de Sunset Boulevard, s'éclipse. You see, this is my life. It always will be. There's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. Mai, Festival de Cannes, 36e édition, avec en compétition un Yilmaz Güney, un Patrice Chéreau, un Andrei Tarkovsky et un Marco Ferreri, mais aussi un Martin Scorsese, La valse des pantins, avec Robert De Niro en Rupert Pupkin, star de stand-up, en tous les cas dans sa tête. Et puis toujours en compétition, Nagisa Oshima dans Furio magnifie David Bowie en prisonnier de guerre dans un camp japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, sous les yeux et la musique de Ryuichi Sakamoto. Tandis que dans L'Argent de Robert Bresson, l'art de l'ascétisme, de la sécheresse et de l'épure, cher au cinéaste, poussé à un certain paroxysme, mais le jury, présidé par l'écrivain William Styron, décerne plutôt la Palme d'Or au cinéaste japonais Shohei Imamura pour La Ballade de Narayama, ou dans les montagnes du Shinshu, à la fin du XIXe siècle, une mère qui a décidé de mourir fait ses adieux à son fils dans le silence et la solennité des corps. Enfin, toujours à Cannes, mais cette fois hors compétition, hors concours et un peu hors tout, les Monty Python, dans Le sens de la vie, imaginent le gargantuesque monsieur Cressotte dans un restaurant chic où il a visiblement ses habitudes. Still more. Allow me. A new bucket for monsieur. And the cleaning woman.
juin, découverte en salle du nouveau documentaire de Raymond Depardon et d'un concert des Rolling Stones, filmé par Al Ashby. À part ça, dans Creepshow, George Romero se souvient des comics horrifiques de son enfance en une poignée de sketchs hommages, dont celui-ci, avec un E.J. Marshall très maniaque, confronté à une invasion de cafards, et on est sympa, on ne va pas aller plus loin. Sinon, dans À bout de souffle, Made in USA, Richard Gere confirme, après American Gigolo et Officier et Gentleman, son statut d'icône des années 80 sur un standard de Jerry Lee Lewis. Enfin, dans L'année de tous les dangers de Peter Weir, le reporter Mel Gibson et la diplomate Sigourney Weaver, en poste dans un Jakarta au bord de la guerre civile au milieu des années 60, concrétisent en parallèle de la grande histoire dans un couloir sur la musique de Vangelis. Juillet, sortie en salle d'un nouveau Charles Bronson et d'un nouveau Chuck Norris, mais aussi d'une suite aux Psychoses d'Alfred Hitchcock, 23 ans après, dans laquelle Anthony Perkins revient au Bates Motel sur les lieux du crime et n'est visiblement pas complètement remis. Et puis découverte au même moment des Prédateurs, premier film de Tony Scott, avec Catherine Deneuve et David Bowie en couple de vampires so chic, qui brûlent les corps de leurs victimes et l'instant d'après se lavent et s'embrassent sur du Schubert. Forever. Forever and ever. Enfin, David Niven, l'inoubliable interprète des 55 jours de Pékin, La Panthère rose où le cerveau disparaît, bientôt suivi par le cinéaste espagnol Luis Buñuel, chantre du surréalisme, Un chien andalou, L'âge d'or, Le charme discret de la bourgeoisie, La Voie lactée. Qu'est-ce que c'est? Il y a un champ de tir par ici? Non, c'est moi. Je m'imaginais qu'on fusillait un pape. Comment? Août, en salle, sortie d'un nouveau Bertrand Blier et d'un nouveau Serge Gainsbourg. À part ça, Sam Raimi dévoile enfin, en France, 2 ans après sa réalisation, son tout premier film, Evil Dead, dans lequel Bruce Campbell et ses amis décident de passer quelques jours de vacances dans une cabane abandonnée dans la forêt du Tennessee, ce qui est quand même une drôle d'idée. Sinon, dans Superman, le 3e, Christopher Reeve, Clark Kent, affronte un double maléfique dans une décharge de voiture. Tandis que dans Tonnerre de feu, de John Badham, Roy Scheider et Daniel Stern testent un supercopter dans le ciel de Los Angeles. Okay, let's see what this turkey's got. Let's go! Et puis dans Vivement dimanche de François Truffaut, Fanny Ardant, dans les sous-sols, s'agace des fantasmes de Jean-Louis Trintignant. Puis finalement, une fois dans la rue, s'en amuse. Enfin, dans Koyaanisqatsi, Godfrey Reggio filme la quiétude du monde sans l'homme, puis la folie du monde avec l'homme sur la musique de Philip Glass. Septembre. Le mois commence par la sortie en salle d'un nouveau film de Costa Gavras et d'un nouveau film de Woody Allen. À part ça, dans Attention, une femme peut en cacher une autre de Georges Lautner. Miu Miu mène une double vie avec 2 hommes différents qui ne se connaissent pas, Eddie Mitchell et Roger Hanin, mais qui ont quand même visiblement quelques points en commun.
Sinon, dans Rue Cazenègre, Eusann Palcy, pour son premier film, adapte un roman de Joseph Zobel et revient dans la Martinique des années 30 sur le destin du jeune José et de sa grand-mère Matine. Et puis dans un genre différent, Jessica Lange, dans Frances de Graham Clifford, bouleverse en incarnant l'actrice Frances Farmer, rebelle et indépendante, mais bientôt broyée par la machine hollywoodienne. Tandis que dans Flashdance d'Adrian Lyne, Jennifer Beals passe une audition tendue sur la musique d'Irene Cara et Giorgio Moroder. Enfin, dans Outsiders, Francis Ford Coppola filme les affrontements entre bandes rivales dans le bleu de la nuit, puis fait réciter à C. Thomas Howell un poème de Robert Frost face aux ciels orangés du crépuscule. Her early leaves a flower, but only so an hour. Then leaf subsides to leaf, so Eden sang to grief. So dawn goes down today. Nothing gold can stay. Octobre, sortie du 3e volet de la saga Star Wars, tandis que Jean-Paul Belmondo est le marginal et que Roger Moore est James Bond pour la 6e fois. À part ça, dans Tendre Bonheur de Bruce Beresford, Robert Duval magnifique en chanteur fatigué. Et dans Honky Tonk Man, Clint Eastwood tout aussi magnifique en chanteur malade. When I sing about you, every note seems to be right on key. Et puis, rien à voir, et c'est ça qui est bien, Jacques Villeray, dans Papy fait de la résistance, réinvente Julio Iglesias face à Jacqueline Maillan. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté tes romances, qui t'inventait tes dimanches, qui te faisait voyager. Je n'ai pas changé. Enfin, toujours rien à voir, et c'est toujours ça qui est bien. Dans Staying Alive, suite de La fièvre du samedi soir, John Travolta se perd sur scène, au milieu des jeux de lumière violets, puis se retrouve sur la fin, dans les rues de Broadway, sur la musique des Bee Gees. Novembre. En salle, Claude Sautet met en scène Yves Montand, John Landis anime Dan Aykroyd et Eddie Murphy, et Irving Kershner ressuscite Sean Connery, James Bond, pour la 7e fois. À part ça, la cinéaste Anne Huy, dans Boat People, se replonge dans le Vietnam des années 70, au lendemain de la guerre, et suit la quête de vérité d'un photographe japonais. Sinon, dans À nos amours, Maurice Pialat révèle Sandrine Bonner et nous donne envie de réécouter Klaus Nomi et Henry Purcell. Enfin, dans Les compères de Francis Weber, Pierre Richard, dans un bar de Loubar, s'essaye au coup de boule, sans succès, avant de laisser la place à un expert. Foutu un coup de boule? Le mec, il m'a foutu un coup de boule? Il m'a foutu un coup de boule, toi?
On a foutu un autre, dis donc. C'est pas comme ça, Pignon. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous n'avez aucune force. C'est ici que ça doit partir. Non mais dis donc, Pépère. Voilà. En fin décembre, une comédie avec Terence Hill et Bud Spencer et un troisième Dents de la mer en 3D, tandis que Matthew Broderick, pirate informatique, sème la panique au Pentagone chez John Badham. À part ça, Claude Berry, dans Ciao Pantin, nous révèle un Coluche méconnaissable, en homme brisé, à 1000 lieues de son personnage comique. Sinon, dans Le Bal, Ettore Scola imagine sur une piste de danse un film qui entrechoque les époques, les danses et les chansons, diverses et variées, comme ici T.O.K. du groupe Ottawan. Enfin, Veracruz, Le Grand Couteau en 4e vitesse. Qu'est-il arrivé à Baby Jane, Les 12 salopards, plein la gueule? Le cinéaste américain Robert Aldrich nous quitte. Voilà, l'année 1983 au cinéma, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais nous tenions à terminer cette évocation par un souvenir non pas cinématographique, mais plutôt télévisuel, car l'année 1983 fut aussi pour nous la découverte de ce clip de Michael Jackson, devenu si iconique, réalisé par John Landis, un clip présenté pour la première fois à la télévision française le 17 décembre 1983 donc, par Michel Drucker dans l'émission Champs-Élysées, et c'est peu dire que de ces effets spéciaux et ces maquillages, de cette musique et cette chorégraphie, nous ne nous sommes jamais vraiment remis. Oui, l'année 1983 au cinéma et à la télévision, eh ben c'était vraiment vachement bien.